bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'il y a ici des gens qui tradent ou pas du tout? Donc le sondage est fini, après 2 minutes de sondage, donc qui trade ici? Non à 58% et oui à 42%. Je pensais vraiment pas, je pensais qu'on avait beaucoup moins de traders que ça. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même des gens qui tradent. On va faire un petit débrief chaque mois en gros, on va refaire un petit débrief pour savoir comment ça s'est passé de votre côté, votre ressenti, et puis le mien aussi. Mais le mois de novembre a été vraiment le meilleur mois de trading que j'ai fait de toute ma vie. Pour ceux qui suivent les lives depuis un petit bout de temps, je vous avais dit que le mois de novembre c'était un mois de test. Je faisais un mois de test pour prétendre en fait, pour m'entraîner à un éventuel challenge pour les propres firmes FTMO. Je me prépare pour un challenge FTMO. C'est quoi FTMO? C'est une propre firme. Une propre firme, c'est une société qui va vous financer votre capital si vous êtes trader rentable, on va dire. Il faut vraiment faire attention sur les propres firmes parce que si vous n'êtes pas trader rentable, vraiment, vous allez y laisser des plumes. C'est pourquoi je me suis dit, ok, je me laisse 2 mois, novembre, décembre, et je me teste. Vraiment, je me mets dans les conditions pour passer le challenge. Et puis, on voit si à la fin du mois, j'arrive ou pas ces challenges-là et les modifications à apporter. Par exemple, si je vois que je suis en bénéfice, mais qu'à la fin du mois, il me manque un petit pourcentage, être beaucoup plus agressif dans mon risk management pour réussir à pallier en fait cette sécurité liée à mon risk management et me mettre un petit peu plus en danger, oui, mais avoir plus de chances de réussir le challenge. Et ce premier mois de novembre a été vraiment magnifique parce que j'ai fait vraiment une performance folle à 20 R. J'aime bien utiliser la variable facteur R pour décrire un bilan mensuel. Je trouve ça vraiment super bien. Un R, c'est vraiment un pourcentage de mon capital alloué par trade. Ça veut dire si je me prends mon stop loss, je perds 1 R. Et justement, si je gagne, je prends, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 9 R. Et à la fin du mois, lorsqu'on a, par exemple, moi, le mois de novembre a été à 20 R, ça veut dire que peu importe mon capital, je vais pouvoir me comparer à, par exemple, Saccad. On va pouvoir se comparer tous les deux. Parce que on va parler en unité de valeur facteur R. Et donc, je pense que c'est beaucoup plus parlant. Donc, pour vous dire un peu, mon mois, ouais, il a été excellent. J'ai fait 20 R, magnifique. Ce qui revient à un pourcentage de 10%. Vraiment, j'en suis pas mal fier. Du coup, le challenge, les conditions pour passer le challenge sont totalement validées. Pour vous dire, en gros, pour passer le challenge FTMO, il faut 10%. 10% en un mois, avec un drawdown maximum de 10%. Donc j'ai fait 10% avec un drawdown de quelque chose comme 1%. 1% ou 2%. Non, 1%. 1% je pense. Donc vraiment pas mal. Il s'est passé quelque chose ces derniers jours. C'était la semaine dernière. Jeffrey Kennedy, qui est mon mentor, en gros c'est le plus grand Elliotiste d'aujourd'hui en fait. C'est le plus gros trader avec les vagues d'Elliott. Et c'est grâce à lui que j'ai appris toutes mes techniques, toutes mes stratégies de trading. Vraiment, je tiens tout de lui. Et donc, ma manière de présenter les choses et d'analyser le marché se fait de la même manière que lui, il peut le faire. Et il a arrêté totalement de donner des cours au sein d'Elliott International. C'était quand? C'était la semaine dernière? Mardi dernier, peut-être bien. Du coup, il a fait son dernier épisode. C'est dommage. J'arrête mon apprentissage avec lui. Mais en fait, on a 3 piliers dans le trading. Dans un premier temps, on a la psychologie qui compte énormément. C'est vraiment une aptitude qui est sous-évaluée chez les traders parce qu'on se dit, du moment que l'on a notre risk management et notre plan de trading, tout va bien. Mais si vous n'avez pas la tête sur les épaules, si vous commencez à être trop euphorique ou pas assez confiant en votre manière de trader, ça sera pas du tout bon. Enfin, vous allez juste faire n'importe quoi. Donc, il y a la psychologie dans un premier temps qui est super important. Dans un deuxième temps, il y a le risk management. Et comme tu le dis, Jérôme, si le risk management n'est pas vraiment calculé, vraiment d'une manière très précise comme je le fais, moi le risk management, j'y prête une attention particulière parce que c'est super important. Et ensuite, il y a le plan de trading avec les connaissances, l'analyse technique. Pour vous parler un peu le mois de novembre, je vais vous montrer un trade magnifique, vraiment un trade incroyable que j'ai réussi à faire ce mois de novembre, celui-ci. Pour ceux qui suivent un peu les lives, en gros, configuration classique, c'est-à-dire Chainlink. On est venu casser notre canal de base. Là, on peut le voir vraiment, c'est super visuel. On a fait une vague haussière, baissière, donc on a créé le canal ici. Et ensuite, boum, on est venu le casser super proprement. Et ensuite, on est revenu dessus. Donc ça, c'est typique d'une impulsive. C'est vraiment ce que je vous apprends, c'est la théorie de base. Et du coup, j'ai essayé de surfer la vague 5. Donc cette vague-ci, j'ai pris comme target, c'était quoi? La target, c'était les 138,2 pour la vague 5. Et je suis rentré, non pas à la vague 4, j'ai pas réussi parce qu'il était trop tôt, il était 6h du matin. J'ai dû le prendre aux alentours de 8h, donc ici. Et donc ça m'a fait un trade à 5 de R et je l'ai scalé, donc c'est-à-dire j'ai rajouté une position sur une autre position.
Et donc, c'était quelque chose comme ça. Et donc, j'avais aussi 3 R, il me semble. Donc, ça a fait une position à 7 R, quelque chose de la sorte. Vraiment magnifique. Magnifique, plus beau, un des plus beaux trades que j'ai fait. Enfin, en tout cas, au niveau du plan de trading, 5 sur 5, franchement, parfait. Management, parfait. Là, j'ai bien sécurisé. J'avais mis mon stop ici sur la VAC4. On n'est même pas revenu le chercher. Ensuite, j'ai scalé la position. Enfin, vraiment, un des meilleurs trades au niveau du management et de la prise des décisions. Franchement, incroyable ce trade-là. Moi, je fais alors, c'est pas de l'intraday parce que mes positions peuvent durer, je sais pas, de quelques heures à quelques jours. Mais en gros, ma position ne durera pas le week-end. Vraiment, j'ai une règle, c'est ne pas trader le week-end. Je sors du marché le week-end parce que faut que je m'aère l'esprit. On est sur du trading, c'est vraiment une pratique professionnelle et pour ma part, je veux faire de ça mon métier. Donc, vraiment, j'essaie de me professionnaliser un maximum et pour moi, j'aime vraiment prendre du temps, mon week-end, vraiment pas regarder les marchés et pas avoir un œil, un regard derrière. Genre, vous savez, vous êtes là en week-end avec votre famille et vous regardez bien vos écrans parce que vous dites « Oh putain, ma position, je sais pas, ça a peut-être bougé. » Non, pas du tout. Moi, c'est pas ça. Et je trouve que ça me correspond bien. Vraiment, mon trading, la pratique de mon trading me va bien. J'ai une belle rentabilité. Enfin, en tout cas, pour le mois de novembre, c'était super propre. Et donc, non, ça me correspond bien. Allez, on s'y lance. Aujourd'hui, on va parler du coup du S&P. On va prendre le S&P sur du daily, il me semble, ouais, daily. Et vous allez voir en fait que c'est un peu compliqué, je trouve. Et je pense que c'est pas mal de parler de ça en live parce qu'au niveau des cryptos, on a une belle corrélation. Je vais mettre le cours du BTC en comparaison avec celui de S&P 500, du S&P 500. BTC USD, voilà, on va faire ça. Alors, toute cette partie-là, elle est assez compliquée à analyser parce qu'en fait, vous allez avoir le BTC qui a fait son bottom ici, en même temps que, alors non pas vertical, mais plutôt, non pas horizontal, mais plutôt vertical. Vous pouvez voir, depuis le crack Covid, mars 2020, le S&P et le Bitcoin ont fait vraiment le bottom au même endroit. Et ensuite, on a une belle hausse avec le BTC pour venir chercher un premier top ici. Le S&P, lui, a continué malgré le fait que le BTC ait vraiment fait un beau retracement. Et ensuite, on a le BTC qui retourne à la hausse avec un S&P qui retourne à la hausse. On a un S&P et un BTC. Leur ATH, vraiment, il est vraiment proche. 56 jours sur quelque chose comme 251 jours plutôt. 55 jours, c'est vraiment rien. Sur les marchés, c'est rien. Ici, on a un S&P qui part à la baisse. Le BTC, lui, part à la baisse et stagne. Ensuite, on a un S&P qui retourne un peu à la hausse. Le BTC retourne à la hausse aussi. Ensuite, S&P qui se prend une grosse claque. Ce qu'on voit, le BTC se prend une grosse claque aussi. Ensuite, S&P repart à la hausse. Le BTC repart un petit peu à la hausse. C'était vraiment, on a eu une petite poussée haussière et on s'est dit potentiellement ça va repartir à la hausse. C'est vraiment pas propre. Hein. Le S&P retourne à la baisse. Ce que l'on voit, c'est le BTC qui nous a fait un petit bottom, un nouveau bottom. Il me semble qu'on avait fait un petit bottom à ce moment-là. Même s'il ne se prend pas une énorme claque comme le S&P, vraiment la direction du marché, c'est à peu près pareil. Ensuite, on a un S&P qui remonte un petit peu, le BTC stagne. Et ensuite, on a vraiment... alors là, c'était quand ? J'ai du mal. Hein. C'était quand ? C'était ici, où on a une jolie petite claque sur le S&P. Sur le BTC, on s'est pris cette jolie petite claque, mais en retardé. Toujours avec un petit retardement. J'ai l'impression qu'il y a un petit retardement sur les cryptos par rapport aux actifs du marché tradi, mais globalement, moi, je veux une réelle corrélation. Si le S&P se prend une grosse claque et vient chercher un nouveau plus bas, je me demande comment le BTC va réagir. Parce que là, on a eu une hausse sur le S&P, le BTC, on a une hausse, mais vraiment pas énorme. On a une deuxième hausse sur le S&P, le BTC a latéralisé. Ici, on a une belle hausse aussi. On est allé à la hausse sur le BTC, mais vous voyez, ça n'a pas non plus été fou. Ici, on a une petite hausse. On a stagné sur le BTC. Donc vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué et je pense que si le S&P se prend une énorme claque, on n'est pas à l'abri de voir un moins % sur le marché des cryptos arriver d'une journée à une autre. Donc voilà un peu, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que le BTC est un peu l'esclave du marché tradi en ce moment. Maintenant, on va passer à l'analyse sur le S&P 500. Donc on va analyser le marché du S&P 500, c'est très compliqué d'analyser les indices. Les patterns des vagues d'Elliott sont pas les plus belles, parce qu'en fait, le S&P, c'est quoi ? C'est un regroupement, vraiment c'est un panier d'actions. Donc vous allez prendre les plus grosses actions du côté américain,
vous allez les regrouper ensemble, vous allez faire tout un calcul mathématique qui n'est pas proportionnel. Alors, qui se veut proportionnel? C'est-à-dire, Apple, par exemple, a vraiment une plus grosse capitalisation que, je sais pas, Starbucks. Je sais même pas si Starbucks se trouve dans le S&P 500, je pense que si quand même. Et donc, le marché d'Apple va être beaucoup plus impactant que celui de Starbucks. Donc, on va avoir un raisonnement mathématique qui va se cacher derrière le S&P. Et c'est ça réellement ce qui va faire qu'on va avoir un rendu qui est pas si propre que ça sur les indices. Si on prend par exemple le marché des actions, allez, on va prendre Apple. Ici, on a un marché qui est super propre. Les patterns des vagues d'Elliott, ici, c'est archi clean. Hein. Moi, je trouve ça super propre. A, B, C, X, A, B, C. Enfin, franchement, c'est super propre. Pas la semaine dernière, il y a 2 semaines, je vous avais demandé comme ça des actions. Et on avait fait les décomptes comme ça à la volée. C'était super propre. D'ailleurs, on fera peut-être ça si on a le temps après. Mais je pense pas qu'on ait le temps. Sur les indices, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Et on va voir néanmoins un décompte qui pourrait se jouer sur le S&P. Si je prends sur du 4 heures, ce que je vois, c'est une vague baissière découpée en 5 temps. Là-dessus, je pense qu'on n'a pas réellement de doute à avoir. Vraiment, vague 1, 2, 3, 4, 5. Notre canal de base s'est fait casser. On est venu le réintégrer pour aller à la baisse impulsive classique. Ensuite, si je trace mon canal, ce que je vois, c'est exactement ce que je vous ai dit. À une particularité près, c'est qu'ici, on n'est pas sur un mouvement en 3 temps, donc 1, 2, 3 dans un canal, mais plutôt un mouvement en 5 segments. Vague A, B, C, X, A, B, C. Quelque chose de la sorte. Ou alors, on pourrait pousser, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vague A, B, C. On peut le voir comme ça aussi. Et d'ailleurs, mon décompte est totalement là-dessus, donc on va plus partir de ce côté-là. Lorsqu'on sait qu'on a une jambe baissière, un mouvement en 3 temps, on casse le canal à la baisse, vous savez ce que j'attends. Ce que j'attends, c'est quoi? Vraiment un mouvement qui reparte à la baisse. Donc ici, je vais vous montrer mon décompte. C'est vraiment un décompte classique. Ce qu'on a maintenant, c'est quoi? C'est jambe baissière, correction, je m'attends à une deuxième jambe baissière. La target à venir, c'est tout simplement, soit on est dans une vague B, et par conséquent, j'attends un retour sur cette zone-là pour ensuite retourner à la hausse. Soit malheureusement, on n'est pas dans une ABC, mais on est dans une impulsive. Et donc, ce que l'on attend, c'est quoi? On a notre canal de base. Ici, vague 1, vague 2, vague 3 pour venir chercher les 200 et les 161 de la vague 1. Ensuite, retracement pour venir chercher la vague K, donc ça sera ici. Et ensuite, on retournera à la baisse. Voilà un peu le scénario là-dessus. Néanmoins, je pense réellement qu'on retournera à la baisse. En tout cas, c'est le scénario avec le plus de probabilité que je défends. Je défends toujours le scénario avec le plus de probabilité. Sinon, ça sert à rien. Je ne vais pas vous faire une analyse pour vous défendre un scénario avec peu de probabilité. Ici, les probabilités, avec le prisme des vagues d'Elliott, me dit on a plus de chances de retourner à la baisse qu'à la hausse. Après, le marché, il peut faire ce qu'il veut. Hein. Et comme vous le savez, j'aime énormément utiliser d'autres théories. Et je suis fan de la boîte à outils avec le RSI et le stochastique. C'est vraiment une approche qui a été étudiée par quelqu'un, Andrew Cardwell. Et ici, vraiment, je trouve cette analyse, cette boîte à outils juste incroyable. J'ai des résultats magnifiques avec. Donc, pour vous donner simplement l'idée de ça, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, lorsqu'on est dans une tendance baissière, au niveau du RSI, on va évoluer entre les 60 du RSI, donc ce niveau-là, 60 des RSI, et les 30 du RSI. Et vous voyez, c'est exactement ce qu'on a fait sur le S&P. Depuis le top, qui a été effectué ici, d'ailleurs on a une belle pattern, on a une belle conversion de la tendance haussière en tendance baissière. Regardez, ici on était dans une tendance haussière, le marché est venu une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois rebondir dessus, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis 7, jusqu'à la TH. Ensuite, on a une conversion de la tendance haussière en tendance baissière. Et ensuite, on a eu quoi? Rebond, un rebond, 2 rebonds, 3 rebonds. Et ici, on est pile dessus. 4e rebond, vous pouvez voir, on se trouve sur notre résistance pour la tendance baissière. Notre stochastique se trouve lui aussi dans une zone de surachat. Ça veut dire qu'au niveau du momentum, les acteurs achètent beaucoup trop l'actif. Cet actif-là, il est beaucoup trop acheté par rapport vraiment à la tendance qui est en train de s'effectuer. Au niveau des probabilités, toujours, hein, on analyse avec les probabilités, mais regardez ici, on est venu rebondir une fois, 2 fois, on est dans une tendance baissière, donc la probabilité nous montre ici qu'on a plus de chances à repartir à la baisse qu'à la hausse. Je vais vous donner mon scénario en daily, celui-ci, hein, au niveau des vagues d'Elliott, toujours. Pour moi, on est sur une leading diagonale, donc vague 1, 2, 3, 4, 5, correction, et ensuite vague 1, 2, 3, 4, 5. Alors ça, c'est dans le cas où on est dans une impulsion. Après, il y a un autre décompte aussi à envisager, ça serait pour le cas justement d'une pattern de correction, ça serait une WXY.
Y de la sorte, avec une première zigzag, celle-ci, vague A, B, puis C. Ensuite, flat pour notre jonction X, classique. Et ensuite, vague A, B, C. Au niveau des targets, on va regarder un peu les targets. Les targets, encore une fois, fonctionnent par probabilité. Ici, je ne vous donne pas un prix fixe, je vous donne en général une zone, parce qu'il y a plus de chances de se retourner dans cette zone-là qu'à un niveau fixe. Donc ici, si on est dans ce scénario-là, classique, ça sera de venir rechercher les 3317,49 avant de repartir à la hausse. Voilà un peu, c'est la zone la plus probable pour le S&P 500. Une autre boîte à outils pour encore une fois utiliser un autre prisme de vue, c'est le Williams % R que j'utilise avec le Données Marriott. Données Marriott, c'est quoi? C'est un indicateur que j'ai codé qui regroupe deux EMA, un scanner pour les patterns candlestick, des bougies japonaises, et le canal de Donchian adaptatif. Voilà, on va se mettre en weekly. On a le Williams % R, mais lui qui est plutôt sur 20 périodes. Là, donc, on a notre 20 périodes, et ça va nous donner la tendance de fond. Par exemple, ici, on était dans une tendance de fond totalement haussière, parce qu'on était au-dessus des 15. Maintenant, au-dessus, on va retrouver le Williams % R sur 5 périodes. Celui-ci va nous donner les mouvements de continuation de la tendance primaire et les mouvements de retracement de cette tendance primaire. Ici, vous pouvez voir, dès lors qu'on vient en dessous notre moins 15, donc par exemple ici, c'est un mouvement de retracement. Donc là, on peut le voir, on était dans une tendance de fond haussière. Ici, on a fait un retracement, on est parti à la hausse. Ensuite, retracement, ici, on est retourné à la hausse parce qu'on avait une tendance de fond haussière. Pareil ici, donc celle-ci, ici, c'était ici, pareil, retracement plus latéralisation, ici, retracement, et ici, retracement aussi pour retourner à la hausse. Ensuite, on a une conversion de notre tendance haussière en tendance baissière, et depuis, on se trouve dans une tendance baissière. Boum, tendance baissière. On a eu un rebond, donc celui-ci, un deuxième rebond, ici, et maintenant, on est en train d'effectuer un troisième rebond. On peut voir ici que sur notre 20 période, on est retourné un petit peu au-dessus des 15. Cependant, c'est vraiment juste un tout petit peu. Lorsqu'on regarde, on n'est pas significativement au-dessus. Faudrait vraiment faire une clôture. Si on fait une clôture au-dessus, plus haute que la clôture précédente, alors là, potentiellement, oui, on aura une conversion de la tendance baissière en tendance haussière, mais là, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc j'attends de voir, on est juste au-dessus de notre MA30, vraiment typique d'un retracement. Regardez, on est venu une fois au-dessus de le MA30, on a fait quoi? Doji, on est reparti à la baisse. Deuxième, on a fait quoi? On a fait Hammer, donc ici, on est retourné à la baisse, et ensuite, boum, exactement pareil, on retourne au-dessus de le MA30, bon, ça serait pas déconnant de retourner à la baisse, comme avec mon décompte des vagues d'Elliott, ainsi que le RSI et le stochastique. Alors on va regarder vite fait le DXY. Ah, c'est vrai que j'avais fait une belle analyse. Je sais pas c'était quand. Je vous avais fait une analyse, c'était quoi? C'était vague 1, 2, 3, 4, 5. Vague 5 ici, pour venir chercher entre nos 200 et nos 0,618, pour ensuite retourner à la baisse. Vous voyez, c'était ici l'analyse, et depuis, ben, on est en train de faire une jolie baisse. Ici, on fait une baisse sous forme d'impulsion, donc vague 1, 2, 3, 4, puis 5. Ensuite, on va faire une pattern de correction pour retourner à la baisse. Donc pendant cette pattern de correction-là, si elle est vraiment forte, il se peut qu'on vienne chercher un nouveau point bas sur le S&P. C'est totalement possible. C'est pas parce qu'on a fait un ATH sur le DXY qu'on a fait un bottom sur le S&P. Ce que l'on peut voir, c'est qu'on est sur une tendance haussière, vraiment grosse tendance haussière, mais de fond. On est venu une fois, donc ici, rebondir une fois, deux fois, trois fois, donc 1, 2, 3, 4 ici, 5. Alors là, on a débordé un petit peu, mais c'est pas une cassure durable. Donc celle-là, elle compte aussi, sachant que le stochastique était ici vraiment pas loin de la zone de survente. Et ensuite, on est revenu une fois, deux fois à l'hausse. Nickel. Ce que l'on peut remarquer maintenant, bah, il faut attendre. Pour avoir un retournement de tendance haussière en tendance baissière, il faut venir casser vraiment assez fortement cette résistance, ce support pour les tendances haussières. On est vraiment pas loin, ici on est à mi-chemin, on a un stochastique qui n'a pas bougé, qui est toujours dans la zone de surachat, tandis qu'on a déjà fait petit retracement. Donc ici, c'est pas mal cool. Vraiment, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on tient notre impulsif, vague 1, 2, c'était 3, 4, puis 5, pour ensuite nous faire une jolie ABC. Analyse long terme, méta. Il me semble qu'on l'avait analysé la semaine dernière. Ceux qui étaient là la semaine dernière, n'hésitez pas à me le dire, mais je crois qu'on avait analysé ça. Ce que tu peux voir ici, c'était vraiment une belle hausse. Méta, on a une jolie hausse sur celui-ci. Néanmoins, si on utilise ce que je t'ai donné, donc c'est-à-dire le chaining, ici on a une cassure à la baisse du canal de base avec ce qu'on appelle un gap d'accélération. Et ça, c'est typique d'une vague 3. Donc si je te dis vague 3, tu penses à une impulsion, et du coup, pour moi, on est dans une vague 1, 2, 3, 4, 5. On a potentiellement fait un bottom, c'est-à-dire on peut être sur un rebond,
pour venir chercher une vague B, qui devrait venir chercher la vague 4, mais par la suite, je m'attends quand même à une deuxième jambe baissière. Donc ici, j'ai mis vraiment des scénarios potentiels, c'est-à-dire un rebond, mais on peut venir chercher vraiment un petit peu plus haut pour retourner directement à la baisse. Ici, ce que tu dois penser, c'est quoi? C'est potentiel retour à la hausse, mais vraiment long terme, ça serait un bottom qui n'est pas fini. Ça, pour moi, c'est vraiment une impulsion. Et une impulsion, elle se finit pas toute seule. Tu peux pas avoir un bottom trouvé sur une impulsive. Alors si, tu peux avoir ça, mais il faudrait que ça soit une flat, c'est-à-dire un mouvement comme ça. Sur le BTC en daily, c'est super compliqué, super complexe. Pourquoi? Parce qu'ici, en fait, voilà un peu le topo, vague 1, 2, 3, 4, 5. Vraiment, ici, on est dans une impulsion d'une flat. En gros, vague ABC. Et ici, on est dans la dernière impulsive de la vague C. Donc, par la suite, on est censé retourner à la hausse. On est censé finir cette flat pour retourner à la hausse. Néanmoins, est-ce que la flat est finie maintenant ou est-ce qu'on va aller plus bas? C'est ça la question. Toute la question est là-dessus. Soit on a fait notre vague 4 et du coup ici on s'attend à une ending diagonale, vague 1, 2, 3, 4, 5, super complexe à aborder. Possible, et du coup on pourrait retourner à la baisse. Donc ça serait vague 1, 2, 3, 4, puis 5, quelque chose de la sorte, pour venir chercher plus bas. C'est possible, ou alors on a fait notre vague 4 ici, on a fait juste notre vague 5, et là on a déjà effectué le bottom en fait, et on repart à la hausse. Le BTC est super complexe à analyser, je tiens à le dire. AAV, allez, AAV. Donc là, comme le BTC, on avait exactement la même chose. Vague A, B, C. On avait une correction, donc ça c'était une correction, pour venir chercher un nouveau bottom. Néanmoins, ici, ce que l'on est en train de faire, c'est quoi? On est en train de faire aussi une pattern de correction. Alors là, on est venu un petit peu en dessous de notre canal, mais on est en train de le réintégrer rapidement. Donc ici, ce que l'on peut faire, c'est quoi? Vague A, B, C, leading diagonale. Donc ça sera un zigzag. Donc là, on pourrait revenir chercher plus haut pour ensuite chercher plus bas. Au niveau du RSI et du stochastique, est-ce que l'on est bon? Est-ce que ça se tient ou pas du tout? Pour ça, ouais, au niveau, ça se tient. Au niveau du RSI stochastique, ça se tient. Ici, on est sur notre support pour les tendances haussières. Stochastique qui se trouve, lui, en survente. Donc pourquoi pas voir une potentielle hausse avant de revoir un nouveau bottom. C'est quelque chose qui pourrait se tenir sur AV. D'ailleurs, j'ai refait mon site, les gars. Franchement, j'ai passé énormément de temps pour essayer de créer un truc bien. N'hésitez pas à me dire, à me faire un petit retour là-dessus si vous voulez. Et justement, j'ai fait un ebook parce que pas mal de personnes ne parlent pas anglais. Donc si vous voulez vraiment avoir tout l'apprentissage avec Jeffrey Kennedy, et un mix de Elliott of Principle, Visual Guide, enfin vraiment tout mon apprentissage sur les vagues d'Elliott, il y a mon ebook qui est disponible sur mon site. Bref, c'en est tout pour moi aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, ça m'a fait vraiment plaisir. Et on se retrouvera soit sur ma chaîne, soit la semaine prochaine. Allez, je vous laisse là, bonne semaine à vous et à plus.